Donc, on va vous présenter aujourd'hui l'Observatoire des forêts comtoises dans un premier temps, et puis au sein de cet observatoire, l'acquisition des données liées au climat sous couvert forestier. Donc, j'avais préparé un petit contexte qui a déjà été rappelé sur les deux dernières présentations, donc je vais être rapide. Effectivement, on a un état sanitaire de nos forêts en Franche-Comté qui est relativement alarmant, avec un ensemble de socio-écosystèmes qui sont menacés par les différents événements relativement importants, dont l'ampleur étonne aujourd'hui. Et ces événements, que ce soit les tempêtes, les hivers doux, les changements de régime de précipitation et les épisodes de sécheresse, vont créer des conditions relativement favorables aux différentes attaques d'insectes ou de parasites. Donc, c'est dans ce contexte, avec des acteurs locaux qui doivent prendre des décisions dans un contexte incertain, que sous l'impulsion de Carole Béjot, écologue au laboratoire Chrono-Environnement, plusieurs laboratoires de l'Université de Franche-Comté se sont fédérés pour monter un observatoire des forêts comtoises. Donc, parmi ces laboratoires, on a le laboratoire Chrono-Environnement, le laboratoire TEMA, FEMTO-ST, l'Institut INAM et le LASA, qui regroupent en fait des compétences en écologie, en géographie, informatique, instrumentation et en sociologie, pour analyser notamment nos forêts. Et parmi ces forêts, 3 essences en particulier. On a le hêtre, l'épicéa commun et le sapin pectiné. Donc, cet observatoire, il ne contient pas uniquement des chercheurs. Il fédère aussi les différents acteurs locaux qui sont, eux, au plus près des réalités du terrain, notamment l'ONF, la DRAF, les associations naturalistes, les réserves naturelles et les PNR, et notamment la ville de Besançon, tout simplement parce que nous avons une placette d'observation dans la forêt de Chaillu. Donc justement, cet observatoire, il est articulé autour de 6 placettes d'observation, qui sont des espaces au sein desquels on va faire nos différents relevés de données, nos différents inventaires. C'est également des zones qui vont permettre de mobiliser nos étudiants à travers nos formations pour faire ces relevés également. Donc, c'est vraiment des chantiers écoles. Ces placettes d'observation, elles sont réparties sur l'ensemble du massif jurassien, de l'étage collinéen à l'étage montagnard, selon un gradient altitudinal. Et parmi les thématiques qui sont abordées, les données collectées, on a l'état sanitaire des placettes qui est étudié à travers l'évaluation du dépérissement, l'inventaire, la présence de ravageurs. On analyse également la structure des peuplements avec la quantification des bois morts, les mesures de régénération forestière pour certaines essences. On analyse également la diversité biologique et fonctionnelle avec des inventaires faune, flore et une analyse des dynamiques de symbiose mycorhizienne. Et pour la partie des géographes, on va s'intéresser au paysage au sens large, avec l'analyse de la connectivité écologique de ces espaces forestiers, ou encore la perception du paysage forestier par ses usagers. Et enfin, on analyse et on va relever des données de température qui est l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, parmi ces données climatiques, donc je l'ai dit, on a des données de température et d'humidité qui sont relevées. On s'appuie en fait sur un réseau de capteurs de température qui est historique, qui existe depuis 2011, qui avait été mis en place à l'époque par un directeur de recherche CNRS du laboratoire TEMA, Daniel Joly, qui est aujourd'hui à la retraite. Et ce réseau de capteurs historiques, ce sont des capteurs qu'on appelle des hobos, de la marque Hobo, qui sont attachés aux arbres. C'est ce que vous voyez sur l'image de gauche, avec à l'intérieur un capteur qui va donc mesurer pour la majorité les températures et pour quelques-uns l'humidité de l'air.
L'intérêt ici, c'est de pouvoir comparer ces données sous couvert forestier avec les données climatiques que Météo France va relever en milieu ouvert dans ces stations qui sont largement présentes sur notre zone d'étude. Et l'objectif ici est d'analyser les effets du couvert forestier sur les températures en les comparant. Par exemple, les données récoltées depuis 2011 ont déjà permis de montrer que ici, les minima et les maxima de température évoluaient moins rapidement sous couvert forestier que dans les milieux ouverts. On avait donc une variation moins importante sous ces couverts forestiers. Je te laisse la parole. Alors, je vais prendre la suite sur l'analyse. Alors, effectivement, comme Xavier vous en a parlé, on fonde nos analyses sur les stations de référence Météo France. Donc, l'intérêt, c'est que les stations Météo France, donc on a toutes les données qui sont mesurées selon le standard de l'Organisation mondiale de la météo. Et on peut donc comparer ça avec les capteurs de température qui, a priori, de la façon dont ils ont été placés, sont représentatifs de leur ambiance climatique locale. Et ça permet justement de mettre en place, donc je rebondis sur ce que Xavier disait, sur les phénomènes d'inertie thermique qu'on peut avoir et qui sont générés par le type de couvert forestier. Et donc on analyse ce principe justement à travers l'effet plus ou moins important du couvert forestier et inversement de l'absence de couvert forestier. Donc c'est ce qu'on a sur le graphique de gauche, justement, avec le type de structure de forêt qui va influencer la température. Et puis, sur d'autres types de phénomènes qui avaient déjà été l'objet de travaux et de publications de la part de notre collègue sur les effets de trous à froid, et notamment d'inversion thermique, comme on peut avoir en plein hiver. Alors, ce qu'on n'avait pas précisé, c'est que nous, on a une acquisition de données qui se fait toutes les heures. Et ça permet justement de voir à la fois pardon, cette inertie thermique et ces effets d'inversion de température qu'on a, dont l'occurrence est de plus en plus importante sur les 10-15 dernières années et qui ont un impact, ou en tout cas qui peuvent avoir un impact sur la biologie des forêts, notamment leur réponse via ces inversions qui peuvent monter au-delà des températures, au-delà du zéro, pardon. Alors les données collectées, donc on a une extension du réseau de capteurs qui a été faite depuis 2022, c'est-à-dire que le réseau historique qui existait, qui avait été déployé en fonction de certaines conditions et de certaines problématiques scientifiques auxquelles il devait répondre, on en a rajouté suite au partenariat avec les différents parcs naturels régionaux et notamment le PNR Audoux-Horloger, où on a rajouté de nombreux capteurs. Et puis, on a donc des enregistrements de température, j'ai dit toutes les heures ou toutes les demi-heures pour certains, mais on va plutôt se caler sur toutes les heures pour des soucis de gestion de données aussi, parce que ça fait un gros volume de données ensuite à gérer et à traiter dans un premier temps et à gérer dans un second. Les résultats sur les nouveaux capteurs sont en cours de traitement, et notamment parce que sur les différentes placettes que Xavier a présentées, on a aussi des données d'humidité, et c'est des choses qui vont être en cours d'analyse, puisqu'on va aller les relever en fin d'année universitaire pour nous, c'est-à-dire on va aller plutôt en début d'été, juin-juillet, faire ces relevés. Alors, le fait de travailler à une échelle spatiale et surtout temporelle très très fine, ça permet justement de mettre en évidence des événements remarquables, notamment pour les années 2022-2023 qui ont été chaudes. Ici, donc, vous avez sur la diapositive l'exemple du capteur du Russet dans le Haut-Doubs, qui présente justement les événements, un épisode chaud de janvier 2003. Et l'objectif, ça va être de croiser ces données climatiques avec les données de l'état sanitaire des arbres et des placettes. Et notamment, j'en parlais tout à l'heure justement de ces inversions thermiques qui apparaissent en plein cœur de l'hiver. C'est-à-dire qu'on est assez vigilant sur ces aspects-là, parce qu'on a de plus en plus d'événements chauds qui vont intervenir au cœur de l'hiver.
ça peut être des événements très brefs aussi. Et ça, là-dessus, on n'a aucun recul sur la réponse de la forêt là, sur ces événements. Et c'est pour ça qu'on voudrait aussi ajouter, alors ça c'est en cours de développement, les futures données concernant le manteau neigeux. Ça c'est des travaux que moi sur lesquels je travaille en milieu froid et qu'on aimerait reproduire ici dans la forêt, notamment en installant des capteurs in situ qui vont être directement dédiés au manteau neigeux forestier. Donc, pour rappel, on a aussi justement les données de référence des stations Météo France qui vont nous donner un enneigement sur le milieu ouvert. Et ça va être important de comparer ça avec ce qu'on appelle la fraction de neige au sol, et notamment justement avec la survenue de ce qu'on appelle les rain and snow events, c'est-à-dire les coups de pluie qui vont arriver sur la neige et qui vont soit regeler, soit complètement enlever le manteau neigeux. Et là-dessus, on n'a aucun recul. Il y a quelques travaux qui sont faits plutôt en Amérique du Nord, mais avec des résultats qui sont adaptés à leur type de forêt, mais pas du tout au nôtre. Et ça, c'est un point sur lequel on aimerait poursuivre, notamment cette interaction, donc en utilisant aussi le réseau de webcam pour cette fraction de neige au sol, et puis en ayant des missions spécifiques ciblées par drone sur les placettes ou des images satellites très haute résolution. Et à terme, ce qu'on aimerait pouvoir produire comme données et pouvoir utiliser, c'est celle que moi j'ai utilisée. Donc ça, c'est un exemple que vous avez sur l'Arctique à gauche, mais qui sont très transposables justement aux forêts de moyenne montagne. Ces interactions neige-végétation, notamment à travers les évolutions du manteau neigeux. Il y a d'une part l'effet réservoir d'eau, les dynamiques hydrologiques. Ça, c'était par rapport justement à ce que j'ai évoqué avant, les coups de pluie en plein hiver. Parfois ça regèle, parfois pas. On a des lentilles de glace qui se créent avec des libérations spécifiques d'eau et qui vont créer un ruissellement plus ou moins important. On va avoir en deuxième point la réponse, c'est l'adaptation de la végétation à la variabilité spatio-temporelle du manteau neigeux. C'est-à-dire que comme pour les températures, la structure de la forêt va influencer le manteau neigeux et vice-versa. On va avoir une plus grande inertie, c'est-à-dire a priori une hauteur de neige moindre sous couvert forestier, mais une durée plus importante. Et puis donc, essayer de mettre ça en regard avec la vitalité et la résilience de la forêt, toujours en prenant ces sets de données. Donc ça, ces données-là ne sont pas encore disponibles. Les capteurs sont en cours de développement avec les collègues de Femto, et on devrait en installer dans toutes les placettes et à proximité des stations Météo France de référence. Et en même temps, dans les endroits, donc on travaille aussi avec Espace Nordique Jurassien pour avoir accès aux webcams et aux données des webcams pour la fraction de neige au sol. Donc c'est travail en cours. Excusez-moi, voilà. Eric, du coup, vous avez terminé, c'est ça? On a terminé. Et c'est parfait. Merci beaucoup.